Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Ce n'est plus une nouvelle, chaque année, le GIEC alerte sur les enjeux liés au dérèglement climatique et sur la nécessité d'agir pour tenter de le contrôler. De plus en plus d'États s'engagent pour la neutralité carbone d'ici 2050, c'est le cas de la France. Et pour atteindre cet objectif, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mais rien ne se fera sans les entreprises et l'invention de nouveaux modèles. Des nouveaux modèles de fabrication, des nouveaux modèles de vente, des nouveaux modèles de consommation, bref, une rupture. Alors innover pour être plus vertueux, plus économique, plus vert, oui, mais avec qui et comment ? Car innover coûte cher et représente un risque. Alors faut-il courir ce risque seul ? Faut-il s'allier ? Avec qui ? Toutes ces questions, la chaire Co-Innov de la Fondation Université de Montpellier tente d'y répondre dans son dernier rapport intitulé « Collaborer pour relever les défis de l'innovation verte ». Ils ont pour cela scruté à la loupe les stratégies d'innovation de 4 entreprises dans 4 secteurs phares de l'innovation verte, le textile, l'énergie, l'agroalimentaire et l'aéronautique. Alors pour en parler avec nous, Camille Bilstein et Frédéric Leroy sont nos invités. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Camille, vous êtes chargée de développement donc pour la chaire Co-Innov, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et Frédéric Leroy, donc on vous a déjà reçu dans ce studio et vous êtes donc professeur à l'Université de Montpellier, chercheur à Montpellier Research in Management, c'est dur, et co-directeur de la chaire Co-Innov. Alors, peut-être avant de passer à l'interview, un tout petit mot sur cette chaire Co-Innov. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est ? Quel est l'objet de cette chaire ? Alors la chaire Co-Innov pour coopétition dans les écosystèmes d'innovation. L'objectif de cette chaire, c'est en fait de diffuser au plus grand nombre l'ensemble des travaux de recherche qui sont effectués sur ces sujets-là. On a une équipe de chercheurs qui travaillent sur l'innovation, la collaboration entre entreprises. Et c'était dommage en fait de garder cette recherche dans un environnement académique. Et vraiment le but de la chaire, c'est de diffuser au plus grand nombre cette recherche, de la rendre compréhensible et de travailler en fait avec tous les acteurs de l'écosystème sur ces sujets-là. Bon. Diffuser, c'est ce qu'on va tenter de faire pendant les 20 prochaines minutes. Avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette interview, ma co-pétiteuse favorite, Aline Perriot. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous retournons à Baillarguet pour découvrir une nouvelle plateforme de l'écotron. Et c'est Olivier Ravel qui nous fait la visite. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54... Alors votre dernier rapport, on l'a dit en introduction, il s'intitule « Collaborer pour relever les défis de l'innovation verte ». Est-ce qu'en introduction, vous pouvez nous dire ce que c'est que l'innovation verte ? Alors, Camille Bilstein. Oui, dans la théorie, dans la recherche académique, l'innovation verte, c'est défini comme toutes les choses mises en place par les acteurs pour développer de nouveaux produits, mais aussi de nouveaux processus, de nouvelles façons de faire, qui a pour vocation en fait de réduire l'impact écologique de notre façon de consommer, de tous les produits qu'on utilise. On entend parler des fois de la green tech. Qu'est-ce que c'est exactement, Frédéric Leroy ? L'innovation verte, c'est une définition comme celle qui va nous être donnée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une question de degré dans l'innovation. On peut être un petit peu vert, ou on peut être radicalement vert. Donc beaucoup d'entreprises, je dirais, verdissent leur modèle économique sans forcément créer des ruptures. Et la green tech, normalement, l'objectif, c'est d'avoir des technologies disruptives, c'est-à-dire changer les process et les produits d'entreprise de façon radicale. Et ça, c'est beaucoup des entreprises, des startups qui font ça, des entreprises, parce qu'elles ne sont pas déjà installées, en fait. Elles n'ont pas déjà des façons de produire, elles n'ont pas déjà des consommateurs. Quelque part, elles ont moins à perdre. Puis elles ont des structures agiles qui leur permettent d'essayer de faire des changements radicaux. Donc la green tech est souvent associée à plutôt l'innovation radicale.
Et alors, ces startups dont vous parlez de la Green Tech, vous dites qu'on les retrouve surtout dans 6 secteurs d'activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces 6 secteurs ? Alors, on a les nouvelles énergies, la transition environnementale, l'industrie verte, la mobilité propre, le verdissement de l'agriculture et de l'agroalimentaire et la construction durable, des secteurs qui, on le sait, sont des secteurs qui polluent beaucoup et qui sont souvent pointés du doigt pour leur impact environnemental. Et alors, parmi ces secteurs, pour ce rapport dont on parle aujourd'hui, vous avez choisi d'analyser 4 secteurs d'activité, donc le textile, l'énergie, l'agroalimentaire et l'aéronautique. Pourquoi avoir choisi ces 4 exemples-là, justement ? C'est des cas qu'on a étudiés, en fait, par rapport à nos recherches. Donc, on est une équipe à peu près d'une dizaine de chercheurs, à la fois sur l'Université de Montpellier et sur Montpellier Business School. Il y a une dizaine de doctorants également, donc il y a des thèses qui sont faites, il y a des travaux de recherche. Et on a travaillé sur ces cas, disons les différents chercheurs, de façon séparée. Et donc là, on a décidé de mettre en commun en fait tous les cas sur lesquels on avait travaillé pour voir s'il y avait des enseignements à tirer en fait de la mise en commun de ces cas. Donc c'est des cas qu'on connaît bien en fait. Alors, l'innovation verte, donc vous nous l'avez définie. Est-ce qu'il y a une caractéristique particulière ? Est-ce qu'il y a des spécificités de ce secteur ? Oui, c'est-à-dire que, en fait, comme je vous disais, ça dépend du degré d'innovation verte. S'il s'agit juste de rendre un peu plus vert, donc c'est pas forcément des choses radicalement différentes. Par exemple, dans la grande distribution, Carrefour fait de l'agroalimentaire vert, entre guillemets, même si Biocoop trouve que c'est pas assez vert. Bon, il y a des discussions, mais ça, c'est des choses qu'on peut mener seul, c'est-à-dire essayer d'aménager ce qu'on fait déjà. Et après, il y a des ruptures très fortes. Et ces ruptures très fortes, c'est des coûts très élevés. C'est également des risques élevés pour les entreprises qui les suivent. C'est des efforts de changement technologique très importants. Ce qui fait que c'est des innovations, si on veut vraiment qu'il y ait un changement radical dans la transition écologique, qui ont des coûts plus élevés, des risques plus élevés et des gaps technologiques à franchir plus importants en fait. Alors, dans ce rapport, justement, je reviens, vous avez étudié 4 cas, on reviendra plus en détail tout à l'heure dessus, mais sur la méthode, comment est-ce que vous avez procédé pour analyser ces cas ? Vous dites que vous avez mené des entretiens, qui vous avez rencontrés et en gros, qu'est-ce que vous leur avez demandé, Camille Bilstein ? Alors, c'est un peu compliqué de parler pour les autres chercheurs, parce que comme le disait Frédéric Leroy, ce sont des cas qui ont été effectués, enfin une recherche qui a été effectuée par d'autres chercheurs, mais effectivement, principalement, donc la méthode était basée sur les entretiens. Donc en fonction des cas, c'était soit les dirigeants ou soit des entreprises de leur écosystème, de leur chaîne de valeur. Et donc ensuite, on a demandé aux chercheurs de nous exposer les principaux résultats de ces différents cas. Et nous, après, ce qu'on a essayé, donc, c'est de faire une analyse croisée de ces différents cas pour en sortir les principales conclusions du rapport. Alors, on va rentrer justement un peu dans le détail de ce rapport et on commence avec le secteur textile et une entreprise qui fabrique des baskets écologiques, Veja. Alors, pourquoi cette entreprise ? Il y avait un profil particulier qui vous intéressait ? Oui, on cherchait en fait, comme notre fil directeur un peu, c'était l'idée de radicalité de l'innovation verte. Et donc on cherchait une entreprise qui avait en gros verdi son business model pour savoir comment s'y étaient pris, s'ils avaient fait tout seuls ou s'ils avaient fait à plusieurs. Alors, vous citez aussi dans ce rapport des chiffres qui nous ont un peu estomaqués. Donc, le marché de la basket aujourd'hui, c'est 34 millions de paires de baskets produites dans le monde. En équivalent carbone, ça représente 451 000 vols quotidiens aller-retour entre Paris et New York. C'est incroyable. Donc, c'est un argument important dans ce secteur, du coup, l'écologie ? C'est devenu un argument important, Camille Bilstein ? Oui, bien sûr. C'est vrai que, par exemple, souvent, le secteur aéronautique, il est pointé du doigt, mais on voit bien que là, la production de baskets, elle est... c'est des chiffres énormes et c'est vrai que le textile, je sais plus en combien il se positionne, mais dans le top au moins 5 des industries qui polluent le plus, et surtout la basket. Et puis on a toutes aussi les problématiques, en plus des problématiques environnementales, des problématiques sociétales, avec tous les scandales, Nike, comment ils traitent leurs employés, etc. Et c'est du coup un secteur qui est souvent pointé du doigt et qui a été particulièrement intéressant d'explorer.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric Leroy, vous avez dit elle a verdi son business model. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est qu'un business model vert et en quoi ça diffère d'un business model classique qu'on ne considérerait pas comme vert? L'idée, si vous voulez, c'est de se dire, par exemple, la matière première qu'on utilise, est-ce qu'on peut la rendre plus verte, par exemple? Est-ce qu'on va éviter, par exemple, également de faire de la publicité parce qu'on se dit qu'il y a des coûts liés à la diffusion en fait, des messages publicitaires, notamment en marketing direct. Là, on sait très bien que Internet, ça pollue. Donc on peut prendre comme ça les différents éléments du business model. On va privilégier des circuits courts, on va privilégier des fournisseurs de matières premières qui produisent de façon écologique. Donc on fait une sélection de ces fournisseurs, on fait une sélection de ces matières premières, on fait une sélection de ces circuits de distribution. Vous voyez, donc on essaye de diminuer l'impact de tous les différents éléments de la chaîne de valeur d'une entreprise, tous les composants du business model. Et c'est ce que fait cette entreprise. D'accord. Et est-ce que d'autres entreprises, par exemple dans un marché de masse, elles pourraient aussi verdir leur business model de la même façon? C'est ce que font la plupart en fait, des entreprises quand elles disent qu'elles font des efforts dans le vert. En fait, la plupart ne font pas d'innovation radicale. La plupart font des innovations de business model en essayant de rendre un peu plus vert leurs pratiques, en fait. Un peu moins dommageable pour l'environnement, avec d'autres problèmes qui apparaissent. C'est-à-dire que, par exemple, certaines entreprises vont numériser en disant numériser, ça nous permet d'être moins polluants, sauf que le numérique, ça pollue. Oui. Donc des fois, les solutions sont pires que les problèmes, quoi. Là, vous citez comme exemple pour cette entreprise, par exemple, elle importe ou elle exporte, je ne sais plus, en bateau, pas en avion, par exemple. Voilà, par exemple, va être ce genre de... Voilà, une façon de verdir son business model, c'est d'importer par un bateau, d'approvisionnement par bateau. Mais ça pollue quand même, vous voyez. Si je peux compléter, souvent ces innovations de business model qui ne sont pas très radicales, c'est souvent un peu pour s'adapter aux critiques ou à la stigmatisation. Il n'y a pas vraiment une volonté d'anticiper ou autre, ce qu'on trouvera plus quand les entreprises veulent développer des innovations radicalement vertes, c'est qu'elles ont un peu souvent déjà une longueur d'avance, c'est juste pas qu'elles s'adaptent aux critiques qu'on fait d'elles ou autre. Alors justement, on va y aller. Donc deuxième cas, Swin. Alors on est dans le secteur de l'énergie, cette fois-ci, il propose de l'autoconsommation collective d'électricité. Donc c'est-à-dire que c'est du partage d'électricité entre un groupe de consommateurs qui va mettre des moyens de production en commun. C'est un secteur qui se développe, 169 projets en 2023, mais qui nécessite là des innovations technologiques donc particulières. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelles sont ces innovations technologiques particulières, Frédéric Leroy? Oui, l'idée des communautés énergétiques, c'est de relier des acteurs qui ne sont pas reliés entre eux. Nous, on est reliés habituellement à notre fournisseur, et puis voilà. L'idée, c'est de créer des communautés où il y a déjà les consommateurs vont être reliés entre eux, ils vont être reliés à certains producteurs, par exemple en photovoltaïque, production d'énergie solaire, ils vont être reliés à un distributeur d'électricité. Donc l'entreprise Swin, elle fait ces liens en fait. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'idée de portefeuille d'alliance. Elle a conçu une technologie, un logiciel qui permet de relier en fait tous ces acteurs entre eux et de produire ce service. Alors justement, ce portefeuille d'alliance dont vous parlez, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'alliances justement qu'ils ont fait entre eux, enfin avec les autres acteurs du secteur? Typiquement, dans ce secteur qui n'est pas comme les autres, il y a des acteurs, on en a parlé, Enedis, qui sont incontournables. Comment ils ont fait pour collaborer ensemble avec les acteurs historiques du secteur de l'électricité et justement ce nouvel acteur, Swin? Pour l'instant, c'est un marché de niche, entre guillemets. Donc les acteurs traditionnels, ils sont intéressés par le fait de développer une nouvelle offre en passant par une entreprise comme Swin. Donc ça n'a pas été très, très difficile de les convaincre. Ce qui est difficile, c'est d'arriver de les convaincre qu'il va y avoir des liens qui vont être faits avec des consommateurs qui vont pouvoir être touchés, que ça va pouvoir augmenter l'activité économique. Et ils vont pouvoir dire en plus, parce ils peuvent faire de l'optimisation du coup de la consommation et que ça a des impacts écologiques également importants. Vous voyez. Donc tant que ce n'est pas un acteur, je dirais, dérangeant, il n'y a pas trop de difficultés pour créer cet écosystème comme ils essayent de le faire, quoi. Et à quel moment ils deviennent dérangeants si ça fonctionne bien, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, alors là c'est un cas intéressant parce que c'est des alliances entre non-concurrents. C'est vraiment la notion de partenaire, on va coopérer avec des partenaires, mais jusqu'à ce que peut-être si le marché grossit vraiment, je pense que les acteurs historiques ils vont essayer d'y aller.
Et peut-être que là, il va y avoir effectivement, on ne peut pas anticiper trop, mais sûrement qu'il va y avoir peut-être plus de difficultés à établir des contrats partenariaux. Ouais. C'est là où la notion de risque, elle est importante, ouais. Alors, on va passer maintenant à la, à la collaboration entre concurrents avec ce nouvel exemple qui s'appelle Natural Bottle. Donc, c'est votre 3e étude de cas sur les bouteilles en plastique. C'est un enjeu écologique énorme. Il y a 1 million de bouteilles en plastique qui sont vendues chaque minute. Et donc, les 2 leaders du marché, Danone et Nestlé, ont créé une alliance qui s'appelle Natural pour développer des bouteilles en plastique biosourcées. Et là, vous parlez de coopétition dyadique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Camille Bilstein? Oui. Alors, initialement, ce projet, il a été initié par Danone avec une petite start-up qui s'appelle Origin Materials et qui a, elle, la technologie et la recherche pour développer ce PET biosourcé. Et en fait, Danone s'est rendu compte que ce projet était trop risqué et trop coûteux et qu'il fallait absolument qu'ils collaborent. Donc, s'est posé la question de quel partenaire et ça a été assez naturel du coup pour Nestlé, qui est un concurrent de Danone, de rejoindre l'alliance. Donc, pour dans un premier temps supporter ses coûts et ses risques à plusieurs, mais aussi et surtout pour bénéficier du phénomène de fertilisation croisée. Donc, du fait qu'ils sont concurrents, en fait, ils vont maîtriser tous les deux la chaîne de valeur du secteur, utiliser le même langage, etc., etc. Et ça favorise en fait le fait qu'il y ait plus d'échanges de ressources et compétences, et va ressortir de ce phénomène-là en fait des résultats plus avantageux que s'ils avaient soit non collaboré, soit collaboré avec un non concurrent. Alors, on imagine que ça ne doit pas se passer aussi facilement. Danone et Nestlé, c'est un peu PSG et Marseille, quoi. Donc, comment ils font, justement, au niveau management pour gérer cette transition, cette coopétition? Alors, ils appliquent un principe qu'on appelait un principe de séparation. C'est-à-dire qu'ils vont définir les connaissances qu'ils veulent partager, celles qu'ils ne veulent pas partager. Et ils définissent également des équipes et ils briefent leurs équipes en leur disant voilà, ces connaissances-là, elles peuvent être mutualisées dans le projet et celles-là, non. Parce que ça, c'est des connaissances vraiment importantes pour nous. Donc il y a des frontières qui sont mises et il y a des firewalls, je dirais, qui sont mis pour éviter que l'autre apprenne trop de nous, quoi. Là aussi, on est dans une forme d'innovation, une innovation managériale, où ça se fait déjà, oui. Oui, c'est une innovation managériale. C'est une autre façon de travailler avec... parce qu'on s'aperçoit, comme disait Camille, que celui qui est le plus expert de ce qu'on fait, c'est notre concurrent. Parce que lui, il cherche... Il a des technologies proches, il va sur les mêmes marchés, il a des processus proches. Donc, on a beaucoup d'échanges et beaucoup à gagner à travailler avec lui, et beaucoup à perdre si jamais on ne fait pas attention, si on ne protège pas ses connaissances. Alors au final, Natural Bottle, ça a été un échec au niveau commercial, puisqu'il n'y a aucune bouteille de bioplastique qui a été mise sur le marché. Est-ce qu'on sait pourquoi ça n'a pas marché, Camille Bilstein? Ça peut être pour plein de raisons qui sont un peu souvent confidentielles, mais l'une des principales raisons dont on se doute, c'est le fait que le PDG de Danone, c'est ça, est parti et des fois les projets reposent sur la vision d'un dirigeant et le fait qu'il soit parti, je pense que ça a signé la fin du projet, mais c'est pas pour autant que ça a été certes, il n'y a pas de produit qui est sorti de cette collaboration-là, mais c'est pas pour autant que ça a été un échec. Il est certain que Danone et Nestlé ont beaucoup appris de cette collaboration-là, et également la start-up Origin Materials, qui n'a pas abandonné son cœur de métier, qui est de produire des PET biosourcés, et qui a sûrement aussi dû beaucoup apprendre de la collaboration, et qui après s'est retourné en fait et a continué à collaborer avec d'autres grosses entreprises comme par exemple LVMH pour continuer ce processus de développement. Alors, on va passer à votre dernière étude de cas qui est certainement la plus disruptive. Donc, c'est Clean Sky. On est dans le secteur aéronautique. Donc, on sait que l'empreinte environnementale, elle est colossale. Ça a donné lieu chez les consommateurs au mouvement du flight shaming. Donc, la vie honte en français. Donc, traduction que j'ai découverte hier. La vie honte. En 2008, 11 leaders industriels du secteur se sont regroupés sous la forme d'un réseau, Clean Sky. Donc, quel était l'objectif de ce réseau ? Là, comme vous le savez, notamment avec Greta Thunberg, l'industrie du transport aérien, elle est extrêmement stigmatisée en fait. Et ça pose des problèmes en termes d'image de marque, en termes
d'accès au marché, parce que du coup, les gens, est-ce qu'ils vont prendre ou pas l'avion, même en termes de recrutement de talent, de recrutement de personnel, est-ce qu'on dit qu'on travaille chez Air France maintenant quand on est dans un cocktail ou est-ce qu'on le cache? Vous voyez, il commence à y avoir des problèmes comme ça. Donc c'est vraiment une industrie qui a besoin de se révolutionner sur le plan technologique, et avec également donc l'Europe qui pousse dans ce sens-là. Et aucune entreprise ne peut seule supporter tous les coûts, tous les risques liées à une révolution dans notamment la motorisation, et aucune d'entre elles n'a les technologies pour le faire seule. Donc elles ont absolument besoin d'échanger sur leur technologie, de faire de la fertilisation croisée de technologies pour arriver à franchir ces frontières en fait sur lesquelles on est actuellement, c'est-à-dire on est encore sur le moteur thermique tel qu'il était inventé fin 19e, quoi. Alors là aussi, comme avec Danone et Nestlé, c'est des concurrents, ils sont encore plus nombreux, ils sont 11, ils collaborent entre eux. Et là aussi, il y a eu des tensions importantes liées au partage et à la protection des connaissances. Ils ont mis en place un mode de management particulier pour gérer ça. Comment ils ont fonctionné, Camille Bilstein? Alors, comme Danone et Nestlé, ils ont repris le principe qu'on appelle de séparation, donc séparer les activités dans lesquelles ils collaborent et les activités dans lesquelles ils sont en concurrence. Mais ils ont aussi adopté un principe de co-management. Donc, ils ont créé un organisme de management où ils prenaient les principales décisions. Et en fait, chacun des 11 industriels est représenté par une personne et a un droit de vote. Et voilà, ça permet de bien formaliser en fait ce management-là. Et il y a eu aussi une intervention assez importante de la Commission européenne qui était un peu comme un acteur tiers qui permettait un peu de réguler ces relations qui peuvent des fois être conflictuelles et provoquer des tensions. En fait, quand on s'engage à être avec des concurrents, on va bénéficier de leur expertise et on sait également qu'il va y avoir des tensions. C'est inévitable, en fait. Vous voyez, c'est pas la stratégie qu'on choisirait en premier, en fait. Si on pouvait l'éviter, on l'éviterait. Sauf que là, il y a un tel besoin de changement des standards de l'industrie que ça devient presque impossible de le faire seul. Et oui, c'est ce qu'on comprend en fait à la lecture de votre rapport, c'est que finalement, cette compétition, elle va devenir inévitable, tellement le besoin est justement un besoin de rupture. Nous, on pense que si on reste, et c'est la conclusion de notre rapport, si on reste sur l'innovation de business model vert, il n'y a pas besoin déjà de collaborer. Et il n'y a pas besoin non plus de collaborer avec des concurrents. Mais par contre, si on veut faire des vraies révolutions technologiques, et si on veut changer tous les standards de production, d'approvisionnement, de distribution d'une industrie, ça ne nous semble pas possible qu'une seule entreprise supporte tous les coûts. Et en plus, il y a le problème de la fixation des standards. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe dans les cosmétiques, il y a le problème des standards par rapport aux consommatrices, puisqu'il va bien falloir qu'on sache si oui ou non le cosmétique qu'on utilise est mauvais ou pas pour l'environnement. Si chaque entreprise fait son propre standard, vous voyez, personne ne va s'y retrouver. Et oui, vous nous parliez hors antenne d'un Nutri-Score, par exemple. Voilà. Si on n'est pas d'accord sur les règles du Nutri-Score, il ne sert à rien. Voilà, donc il y a 71 entreprises de ce secteur qui travaillent ensemble pour créer un Eco-Beauty Score, pour que les consommateurs puissent s'y retrouver. Et si elles le font chacune individuellement, c'est pas possible. Et donc là, pareil, elles sont obligées de partager des informations sur comment elles calculent leur score, etc., leur formule. Donc ça pose aussi des problèmes de partage de connaissances. Mais si elles le font pas, le consommateur s'y retrouvera pas, vous voyez. Donc quelque part, oui, nous on considère que si on veut une vraie transition écologique, forcément les entreprises d'une même industrie doivent travailler ensemble. Mais cette idée-là que vous avez évoquée tout à l'heure, que plus l'innovation est radicale et plus il y a besoin de collaborer en 2 minutes, parce qu'on a presque fini, est-ce que c'est propre à l'innovation verte ou est-ce que ça vaut pour tous les domaines d'innovation? Non, c'est pour tous les domaines d'innovation. Mais comme je vous disais, l'innovation verte en tant que moyen pour éviter le réchauffement climatique, elle oblige à l'arrêt des qualités aujourd'hui. Moi, je pense, et je ne suis pas le seul, que simplement verdir son business model, ça ne va pas faire les sauts technologiques dont on a besoin. Donc oui, il y a des coûts plus élevés, des risques plus élevés, des frontières technologiques à franchir dans l'innovation verte qui poussent à la collaboration. Un grand merci Frédéric Leroy et Camille Bilstein pour nous avoir expliqué.